Amis pêcheurs à la mouche, bonjour et bienvenue dans le podcast du Nympheur, le podcast qui vous rappelle qu'une mauvaise journée à la pêche, c'est toujours meilleur qu'une bonne journée au travail. Jingle. Alors, ce podcast, c'est la forme parfaite pour moi parce qu'il y a très peu d'éditions et ça me permet de passer beaucoup de temps à l'étau, à m'occuper de mon gamin et à aller à la pêche. Donc, ça fait de moi un homme heureux et tant mieux si ça vous plaît et que je vous passe beaucoup d'informations. Je m'éparpille. Alors, pour ce deuxième numéro, dans la revue de Matos, on va parler d'un sujet, comment dire, nucléaire, stratosphérique dans le monde du fly tying, les résines UV bien sûr. On va parler ensuite des ciseaux Gulf, et non pas des ciseaux Tiemco qui m'ont déçu, et de l'épuisette Pafex avec ses mailles synthétiques. Pour ce qui est de la destination pêche, on va aller chez nos amis belges une fois, boire une petite bière à Verviers au bord de la Vesdre et ses excellentes micro-brasseries. Et puis, pour ce qui est de souvenirs, eh ben, je vous raconterai comment je suis tombé amoureux du gamard. C'était sur la basse rivière d'Ain et on a pris une truite à quatre yeux. Je vous expliquerai ça dans mon souvenir. Allez, on passe à la revue matos. Jingle. Très gros sujet que sont les résines UV et je vais vous parler de mon humble expérience de 20 ans de travail sur les résines UV. On va replacer les choses dans leur contexte. Ce sont des produits chimiques. La plupart des résines UV sont du méthylacrylate qui est toxique pour les voies nasales et autres choses. Donc je vous conseille de manipuler ça avec un masque. Même si vous montez très peu de mouches, ça reste des résines toxiques. Donc mettez un masque. Moi de manière professionnelle, je mets vraiment le vrai masque chimique qui englobe et la bouche et le nez parce que j'ai pas le choix, j'en fais beaucoup. Et pour être honnête et réaliste avec vous, c'est même pas sûr que j'aurai pas un cancer à 50 ans parce que c'est quand même une bonne saloperie. Mais ça fait tellement des mouches qui pêchent que c'est incroyable, quoi. Donc, ça, c'était pour le petit warning d'utilisation. Maintenant, on va rester sur des bases chimiques avant de plonger dans le marketing de la pêche à la mouche. Alors, déjà, je ne vais parler ici que des résines UV claires, sans aucune teinte. C'est déjà largement assez complexe. On refera peut-être un jour une section sur les résines colorées. On va y aller step by step, parce qu'il faut déjà que vous compreniez tout ce qui concerne les résines UV claires, transparentes. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les résines UV? Autour des années 1990-2000, il y a eu l'avènement, une marque qui s'appelait Bug Bond notamment, qui a développé ça. Bug Bond, un des premiers précurseurs, d'utiliser du méthylacrylate, qui est en fait couramment utilisé par les prothésistes dentaires pour refaire vos dents. Vous savez, quand le dentiste il vous bouche un trou dans la dent, là, puis qui vient avec le pistolet bleu, bah c'est ça, c'est la même chose. Donc ce qui est intéressant avec le méthylacrylate, c'est que il est sous forme liquide et quand il prend une certaine longueur d'onde de lumière dans la gueule, il se solidifie et il devient inerte. Je crois que c'est un composé inerte à vérifier, je ne suis pas chimiste. Moi je connais juste ce qui m'intéresse pour mon montage de mouche. Donc, si on continue la chimie logique, vous avez sur votre mouche votre composé de résine qui est donc principalement en méthylacrylate qui va faire une réaction chimique en recevant une lumière, et c'est là que c'est important, d'une certaine longueur d'onde. Donc, chaque composé de méthylacrylate, en fonction de sa formule, va bien réagir à la polymérisation sur une longueur d'onde très précise. Je ne sais pas de combien de nanomètres, je vous dis, je ne suis pas pro-chimiste, mais je vais vous expliquer la petite démerdante après qui va vous sauver sûrement des centaines d'euros et des milliers d'heures. Donc, comme la plupart des gens qui montent des mouches aiment les calculs d'astrophysiciens et se mettent la tête dans le guidon, ce que j'étais il y a 20 ans quand j'ai commencé, et cherchent peu de démerdantes, et sont souvent sujets au marketing comme moi, je me suis fait avoir par plein de marques, et ben vous vous dites, vous commencez comme un idiot classique que j'étais aussi, allez, bah, je vais acheter la résine, on va dire, au hasard, allez, la Deer Creek, avec la lampe qui vont avec.
Parce que bien sûr, j'ai essayé avec une autre lampe chinoise, ça marchait pas. Et ce qui est légitime pour vous, je suis aussi passé par là. Mais n'oubliez pas que je vous ai rappelé des bases de chimie et que la réalité, c'est que toutes les résines claires sur le marché sont le même composé, sont la même chose que le dentiste il vous met dans la bouche. C'est un composé qui vient de l'industrie, comme beaucoup de choses dans le fly tying, qui s'appelle du méthylacrylate, et qu'on lui colle dessus une étiquette Loon, Deer Creek, Solarez, JMC ou je ne sais quoi, ne change rien au Schwimblick. Ça reste du méthylacrylate qu'il faut savoir polymériser. Et j'en viens au sujet qui fait mal, parce que ça fait 20 ans que j'ai mal au cœur quand je vois des gens qui polymérisent leurs mouches sur l'étau au flash. Parce que, en fait, clairement, tu peux pas avoir un résultat correct en prenant 3 secondes pour polymériser une nymphe. Et donc, moi, je suis clairement du parti du gars qui a pris la démerdante d'avoir une lampe qui fait à peu près la longueur d'onde et qui rend ma nymphe poisseuse en 3 secondes de lumière. Mais par contre, je mets toutes mes mouches dans un bain d'UV pendant 5 à 10 minutes sous différents angles pour parfaire la finition et laisser le temps faire la chose. Donc après, prouvez-moi le contraire si c'est vrai, mais je n'ai jamais compris si votre but c'est de monter une mouche qui est solide, pourquoi juste passer vite, 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 vite 3 secondes sur l'étau, à la va-vite, une lampe soi-disant flash qui est en plus du marketing, pour que votre nymphe soit au meilleur des cas, non, au pire des cas, poisseuse, donc qui va tout coller, déjà de 1, qui sera déjà horrible sur une finition. Et au meilleur des cas, si vous flashez vos nymphes avec une forte utilisation, si vous pêchez des dizaines d'heures la nymphe dans l'eau, bah à un moment, l'eau elle va rentrer et ça va faire laiteux, comme quand on utilisait l'époxy à une certaine époque. Donc la nymphe elle devient laiteuse et c'est foutu. Donc je vous conseille vraiment une polymérisation renforcée avec une lampe bleue à UV classique, à savoir les lampes à ongles pour Nana, c'est la même chose. Les filles qui se font les ongles avec du gel, c'est exactement les mêmes lampes. Et puis, au lieu de flasher vos nymphes sur l'étau, en plus comme ça, une par une sur l'étau, bah, vous les placez sur des supports et puis vous laissez ça sous un tunnel à UV. Et puis vous faites autre chose pendant que les nymphes elles se font bronzer sous les UV. Enfin, encore, il y a encore 6 mois au British Fly Fair, je voyais des monteurs soi-disant professionnels qui flashaient leurs nymphes aux UV sur leurs étaux, quoi. J'étais là, ouais. Enfin, pour moi, incompréhensible. Moi, si je dois flasher chaque nymphe à l'étau, je ferme boutique le jour même. Voilà. Désolé d'être un peu piquant, mais comme d'habitude, c'est pour vraiment vous aider à trouver une démerdante parce que c'est pas possible de flasher. Et donc, tout le tas de merde qui a été associé à ça les dernières années, et il y a beaucoup de gens qui ont profité de ceux qui captaient rien, c'était de faire croire qu'il fallait acheter la lampe avec telle résine. Et quand ils discutaient au club mouche ou que tu rencontrais des gens au réservoir ou au bord de l'eau, ils étaient dans des débats sans queue ni tête de ah ouais, mais non, en fait, tu sais ce qui marche? Eh oui, c'est la résine Loon avec la lampe Deer Creek. Puis 2 semaines après, t'entendais l'inverse. Alors que les mecs ont jamais réfléchi que si t'as pas la bonne lumière à la longueur d'onde près et que ta nymphe, elle est poisseuse, putain, mais laisse faire le temps. Tu laisses 5 à 10 minutes sous les UV au lieu de la flasher 3 secondes à l'étau pour qu'elle soit poisseuse et dégueulasse. En plus, enfin ouais, tu peux pas maîtriser la résine à l'étau. Oui, il y en a qui font des tours d'étau pour faire, je sais pas quoi, couler la résine. Mais bon, franchement, juste avec un cure-dent sur un support, tu peux vraiment travailler de l'UV. Donc voilà, je dis ça pour vous aider. Si certains d'entre vous qui m'écoutent flashent encore les mouches à l'étau avec des petites lampes, bah franchement, si le rendu, il est dur comme du verre, voilà, le seul truc qui fait juge de paix là-dessus, c'est, moi je prends une céramique qui est vernie consciencieusement à la manière avec le standard d'infévolution, je la balance dans un truc de farine, je dois pouvoir la passer sous l'eau, qu'en fait il n'y ait plus de farine dessus. Point barre. De farine, hein, vous imaginez comme c'est poisseux. Donc voilà dans l'idée. Et donc ça fait 20 ans que je regarde le marketing là-dessus, spécialement sur Gobage. À l'époque, il y avait des pages et des pages de mecs. Non, la meilleure résine, c'est la Solarez. Non, je te dis que c'est la Deer Creek. Ah non, moi je les ai toutes essayées, c'est la Loon. Et en fait, pareil avec les lampes. Non, le mieux, c'est les lampes de machin. Ouais, mais les lampes d'AliExpress. Oui, mais la lampe d'Alibaba, elle est mieux. Non, j'ai acheté une lampe sur Amazon, elle est mieux.
En fait, dès que tu sors du truc de vouloir prendre 3 secondes pour polymériser ta nymphe, eh ben, merci, au revoir, il n'y a plus de combat, il n'y a plus des centaines d'euros de conneries de résine qui sont achetées. Enfin, je trouve ça un peu scandaleux aussi, les marques de résine qui jouent sur un marketing sulfureux comme ça, les pauvres personnes qui trouvent pas la démerdante et qui achètent 10 résines différentes. Je trouve ça un peu dommage de jouer sur des cordes comme ça. Mais bon, voilà. Donc j'espère que ça vous aidera beaucoup. Des tunnels à UV, vous allez en trouver plein hein, sur Internet. Voilà. Et même au pire des cas, si vous faites ça en été, il vaut mieux mettre ces mouches sur un support et les polymériser en plein cagnard. Il y aura encore plus les bonnes longueurs d'onde dans le soleil que flasher 3 secondes sur un étau. Après, ça va pas ce que je vous dis parce que tu peux pas polymériser en plein cagnard parce que si le soleil tombe sur la goutte qui sort de ta bouteille, elle est tout de suite polymérisée. D'où l'intérêt d'avoir une lampe placée à côté qui éclaire pas quand vous travaillez sur le support. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut placer votre liquide en dehors de la lumière UV et puis le mettre ensuite sous la lumière UV. L'info que vous attendez tous avec impatience, quelle résine UV j'utilise? Et ben en fait, je pourrais utiliser n'importe laquelle parce que oui, je les ai tout essayé et en fait, au final, bah, je prends le meilleur contenant en qualité-prix, c'est-à-dire les bouteilles de Solarez, taille bouteille de ketchup. Je sais pas, ça doit faire 300-400 grammes. Voilà, après, si vous n'êtes pas monteur pro, vous allez monter, je sais pas combien de milliers de mouches avec, donc c'est peut-être un peu cher pour vous. Mais voilà, j'utilise la résine Solarez rose, je sais pas c'est quoi, coloris rose. Alors la viscosité. Moi, je suis un grand adepte des résines très visqueuses. Enfin, disons moyennement visqueuses. En tout cas, je déteste les résines ultra liquides, comme la... Ah, je cherche le nom. Celle qui a plein de bonnes couleurs, mais qui est trop liquide. Ça y est, je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Voilà, la laser. Les résines laser, je crois que c'est français d'ailleurs, ils ont une gamme de couleurs magnifiques. Mais la liquidité, ils se sont ratés, donc il faut la diluer, la laser par exemple. Mais ça, on en parlera un jour dans les résines couleurs. Voilà, donc j'utilise la Solarez, mais je m'en tape, je pourrais utiliser de la Loon, de la Bug Bond, ce que vous voulez. Mais par contre, j'ai travaillé ma viscosité bien à moi. J'utilise de la rose, mais j'avoue que je la redilue avec ma viscosité bien à moi. Et ça, je ne peux pas rentrer dans les détails parce qu'il y a une certaine viscosité qui me plaît pour travailler en routine. Après, c'est des goûts et des couleurs, voilà. Mais je pense que c'est vraiment dommage d'utiliser des résines super liquides parce que votre nymphe, elle n'aura pas de rendu. Vous n'aurez pas cet effet généreux qu'on voit sur le corps des trichoptères dans la nature, cet petit effet loupe avec une couche de 1 millimètre à peu près. Et puis moi, la plupart des nymphes que je vois sur le marché vernis sont vraiment faites à la va-vite et surtout parce que les gens veulent mégoter sur la quantité de résine. Alors moi, c'est pareil, si je commence à mégoter sur la quantité de résine sur mes gamarres ou mes céramiques, je ferme boutique demain. Parce que les nymphes, elles auront vraiment une sale gueule, quoi. Et c'est d'autant plus dommage que la résine, c'est la finition. On peut monter une superbe nymphe et vouloir mégoter à gagner 0,0001 centime sur la finition en résine. Enfin, pour moi, c'est inconcevable, quoi. C'est comme de la cuisine. Tu mégotes pas sur la qualité des matériaux que tu achètes. Donc voilà, vous les connaissez, mes céramiques, elles ont une certaine épaisseur de résine. Et de toute manière, c'est mon standard à moi pour pêcher. Je ne vais pas aller pêcher avec une céramique anorexique qui a vraiment pas d'épaisseur, qui n'a pas un effet loupe sur les anneaux avec la résine. Voilà. Bon, je suis bien enflammé sur le sujet des résines UV, mais ça m'énervait pendant des années de voir les gens qui captent pas la démerdante, quoi. Ils achètent des lampes dans tous les sens, à droite, à gauche, ça marche pas et ils comprenaient pas. Donc j'espère que ça a aidé beaucoup de monde, ce truc de résine UV. On passe au deuxième revue matos, jingle. Alors, amis monteurs de mouches, là on va vraiment parler pour ceux qui montent des mouches, pas pour ceux qui en achètent. Quels sont les meilleurs ciseaux du marché pour monter des centaines de milliers de mouches qui vont durer toute une vie? Eh bien, j'ai cru au début que c'était les Tiemco et je me suis fait avoir. Les petits malins. Eh oui, je vous l'ai déjà dit. Un maître sushi, il est bon à faire des maîtres sushi. Un maître sushi qui se fait à faire de la pizza, il fait de la merde. Il enlève son focus. Tiemco, c'est les meilleurs hameçons du monde et je me suis fait avoir. J'ai acheté des super ciseaux là en tungstène, les Tiemco là et tout.
Et bah, au bout d'un mois, ils étaient foutus, ils ont pété et la peinture sur les ciseaux s'est enlevée. Et franchement, j'ai été déçu, déçu, déçu de Tiemco. Et du coup, comme la marque Gulf part en vrille totalement, alors eux, ils sont en roue libre. Ils arrêtent de faire des résines, ils vendent des caleçons, des accessoires. Enfin, j'adore ce genre d'entreprise. Ils sont en roue libre complètement. Donc les résines Gulf seront bientôt plus produites, hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vite, vite, vite. Donc faites vos réserves. Moi, j'ai déjà fait mes alternatives. Enfin, je fais mes propres mélanges de couleurs, mais ça, je vous en parlerai une autre fois. Donc, Gulf, ils vendent des calbars, ils vendent des accessoires, je sais pas quoi. Ils sont en plein délire fly fishing friendship. Enfin, j'aime beaucoup leur marketing, j'adore cette marque. Et du coup, j'ai vu un ciseau, le ciseau Razor, là, Razor, je sais pas quoi. Et une fois, je me trimballais, je vois le ciseau là, je me trimballais sur une boutique. Et je me dis, putain, il a l'air ultra bon ce ciseau. Je vois que rien qu'à la gueule, au visuel, je me dis, mais attends, il envoie le pâté le ciseau là, je vais l'essayer quoi. Il a l'air vraiment massif, vraiment piquant. Et ben, fais dit. Fais dit, ça fait 6 mois, en plus les 6 plus gros mois que j'ai eu là, de quoi, de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, là à peu près, où j'ai eu ma période de montage intense. Putain, le ciseau, il a pas bronché, quoi. Alors là, le Gulf Razor, je vais dire en français, bah, c'est pareil, il vaut son pesant de cacahuètes, mais putain, le truc, il est massif. T'as l'impression qu'il est taillé dans un bloc de métal. Il est d'une piquance, enfin d'un piquant vraiment sublime, même pour les petites finitions de mouche. Enfin, il est génial. Il est même un peu cranté, je crois, si je me souviens bien, je ne l'ai pas sous les yeux. Donc là, franchement, 20 sur 20. Et puis ils ont été malins parce qu'ils ont mis aucune peinture. Tu vas pas mettre de la peinture sur le manche d'un ciseau d'un gars qui monte des dizaines de milliers de mouches. Avec le nombre d'utilisations, à un moment, ça dégage, quoi. Voilà. Et sinon, récemment, il y a un Belge qui m'a vraiment conseillé les ciseaux Copter, qui a l'air d'être une très bonne marque, et je suis en train de lorgner dessus. Et aussi les porte-bobines Copter, donc Kopter, ça a l'air d'être du matos très 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 sérieux. Et ça m'intéresse beaucoup. Ce genre de truc haut de gamme pour de vrai, sans marketing, avec de la qualité, ça me plaît beaucoup beaucoup. Voilà, donc ami monteur de mouches, si vous cherchez un ciseau de l'enfer, le ciseau Gulf Razor, il est au top. Fuyez le Tiemco. Et puis sinon, si vous en connaissez d'autres dans les commentaires, je suis toujours ouvert. Voilà, c'était revue de matos numéro 2 sur 3. On va faire le dernier élément de la revue matos jingle. On a beaucoup parlé fly tying, montage de mouches dans cette revue matos. On va passer un peu sur un matos plus généraliste, donc la grande discussion des épuisettes. Alors, on va la faire simple. Pourquoi j'ai abandonné les épuisettes en bois? Parce que bah, je dois pas être bon, mais j'ai jamais trouvé une épuisette en bois assez légère pour moi. Et ce qui me rendait dingue avec les épuisettes en bois, c'est surtout quand tu pêches à vue, tu parcours beaucoup de talus. Des fois, tu sautes, tu descends un talus, et poc, l'épuisette, elle se décroche de l'aimant. Donc, ça me rendait dingue. Et donc, j'ai abandonné les épuisettes en bois. S'il y en a qui m'écoutent, qui savent c'est quoi les épuisettes en bois les plus chères du marché, excusez-moi, ouais, les plus légères du marché, peu importe le prix, je suis preneur, mais vraiment léger, 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 quoi. Et d'ailleurs aussi léger que l'épuisette Pafex dont je vais vous parler. Donc, ce qui m'a plu déjà sur l'épuisette Pafex, bah, comme d'habitude, minimalisme, mais c'est surtout parmi les premiers qui amenaient ces espèces de fibres synthétiques, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais moi ça me plaît énormément. Donc déjà, pourquoi j'aime la fibre synthétique et pas le tissu? Parce que ça retient pas l'odeur, ça pue pas, et tu peux la laisser dans la voiture pour partir à la pêche, et ça c'est top. Et puis je trouve que ça casse pas comme du tissu, enfin c'est moins abrasif pour le poisson. Donc il y en a qui aiment pas, mais moi j'adore la fibre synthétique. Alors oui, il faut la regarder toutes les quelques semaines quand vous vous trimballez dans les talus, dans les ronces, dans les barbelés, que vous n'ayez pas arraché une ou deux fibres. Parce que attention, j'ai déjà vu plusieurs fois des grosses truites se faire la malle quand il y a un petit trou dans l'épuisette. Ça, c'est des vraies salopes. Et elles placent le nez dans le trou de l'épuisette et elles ont compris et elles taillent comme des fusées. Et c'est déjà arrivé à pas mal de monde. Donc attention quand même qu'il n'y ait pas un petit trou dans l'épuisette. Voilà, et bah, ce que j'ai aimé, c'est simplement sa simplicité, son minimalisme, et puis en fait sa légèreté, quoi. Donc c'est sûr, elle n'est pas, je veux dire, elle n'est pas ravissante, elle est simple, elle est sobre, comme épuisette, c'est pas fait pour être beau
et vintage comme une épuisette en bois. Mais par contre, minimalisme, légèreté. Et puis ils offrent plusieurs tailles de cadres. Donc ce qui est cool, moi je sais que quand je vais pêcher par exemple des riquettes sur la rivière Vologne dans les Hauts-de-Vosges ou la plus grosse truite, si tu fais une truite de 42, t'es gagnant au loto. Et que la taille moyenne elle fait 26, et bah tu peux prendre le plus petit arceau qu'ils proposent avec la poignée amovible. Par contre, quand je vais pêcher des totoches, eh ben, tu peux avoir deux, trois têtes d'épuisettes en fait modulables. Et ça, c'est cool. Et Pafek, c'est une bonne marque. Ils ont souvent des produits bien réfléchis comme ça. Donc je crois qu'elle s'appelle la Flynet, je suis pas sûr. Et par contre, moi, s'il y en a qui m'écoutent, qui savent, je suis à la recherche, j'ai vu sur Facebook des épuisettes où il y a le réservoir transparent pour voir le poisson en bas. Putain, je rêve de m'en acheter une, mais je sais pas où ça s'achète. Même si c'est dispo aux USA, si vous voyez ce que je veux dire, c'est des nouvelles épuisettes où au fond, il y a le fond, il est en plastique transparent. Et en fait, tu peux prendre une photo du poisson dans l'épuisette sans l'emmerder. Donc si quelqu'un sait où sont ces épuisettes, je rêve d'en acheter une. Je trouve ça trop cool pour prendre les poissons en photo. Voilà, c'est la fin de la revue Matos, amis pêcheurs à la mouche. On va passer à la rubrique Destination mouche. Jingle. Comme vous avez reconnu à mon accent vosgien que je suis du nord-est de la France, j'ai beaucoup d'acquaintances avec les amis belges. Et c'est des gens, pour le belge moyen, qui est bien plus chaleureux que le français moyen. Voilà, au fil des années, grâce à la pêche, un peu avoir fait de la compétition où j'étais mauvais, mais j'ai quand même rencontré des gens excellents. Voilà, David Di Marco, Serge Sabot, les road trip que vous connaissez, Mathias et Jérémy, puis plein de personnes que j'ai croisées en réservoir là-haut. Voilà, amis pêcheurs à la mouche belge, vous êtes adorables. Et cerise sur le gâteau, moi j'adore, c'est pas un secret pour vous, j'ai une grande passion pour les microbrasseries. Donc je me suis beaucoup baladé en Europe et dans le monde. Dans les pays de l'Est, il y a aussi des bonnes bières. Mais de tout ce que j'ai testé, franchement, la Belgique, il vous la met haut la main à tout le monde, mais haut la main, franchement. Voilà, je ne vais pas encore m'étendre à parler de microbrasserie ici. Pour le moment, ma bière du moment, c'est l'Airborne, pour ceux qui connaissent, amis belges. Bien sûr, vous savez, brassé entre Bastogne et Luxembourg, l'Airborne. Oh là là, la blonde Airborne. Mon Dieu, ça se boit comme du petit lait, ça. C'est un délice. Voilà, donc amis belges, merci pour perpétuer l'art des microbrasseries. En plus, c'est un artisanat qui revient en force. Je trouve ça magnifique en 2023, dans cette époque de mondialisation de merde, que les Belges vraiment posent leur sur la table. Avec l'explosion des microbrasseries, il y en a à gogo dans tout ce qui est cette région des Ardennes et de la Gaume, un régal. Voilà. Donc, pas très bon pour la brioche, pour le ventre, mais franchement, génial. Les microbrasseries belges, je me régale. Voilà, une bonne bière fraîche à la pêche, c'est un régal. Voilà, bon, ça fait un peu réunion des alcooliques anonymes parce que tout ça, c'était une introduction pour vous parler de la plus légendaire des rivières de Belgique. Parce que sortie de cette rivière en Belgique, bah, c'est un peu moyen, pour être honnête, parce que c'est des rivières un peu d'ardoise, un peu foncées. Mais la Vesdre, elle sort du lot. Enfin, du moins, elle sortait du lot, parce qu'il y a eu, vous savez, les dernières années, très grosses inondations. Et c'est une rivière mythique parce que je pense que c'est dans le top 10 à la fois des plus grosses et des plus belles truites Fario d'Europe. Elles ont la double qualité, ces truites, d'être à la fois énormes et avec une esthétique, mais à en pleurer. À en pleurer. Quand je dessine des truites, je m'inspire souvent sur ma palette graphique des énormes truites jaunes à points rouges de la Vesdre, là, parfois même un peu plus grises, comme ça. Enfin, pour moi, c'est parmi les plus grosses truites que j'ai vues, et puis elles combattent très fort. Donc, j'ai pris une paire de peignets sur la Vesdre, j'ai pris une paire de branlées avec deux bons pêcheurs belges qui sont vraiment excellents, à savoir David Di Marco et Serge Sabot. Voilà. Serge, il m'apprécie beaucoup parce que
Je pêche bien lourd comme il aime, donc on fait toujours des blagues. Pour information, Serge, avec son humour belge, il m'appelle Jésus, l'homme qui fend l'eau. Parce que quand il me voyait pêcher avec les céramiques sur la Vesdre, il était plié en deux. Et pour la petite info, j'ai sur la Vesdre tenu devant deux témoins la plus grosse truite de ma vie. Et si vous connaissez Serge Sabot, il pourra témoigner. J'ai tenu un poisson de plus de 70 centimètres qu'on a vu plusieurs fois. J'étais en 12 centièmes, il avait pris sur la potence. Et en fait, j'avais oublié mon épuisette. Et mon ami Nicolas Flour était avec moi. Et il avait une épuisette de 30 centimètres de diamètre. Et en fait, quand j'ai pogné le poisson, Serge, il a vu tout de suite que c'était un beau poisson. Et il s'est mis à pisser de rire parce qu'il m'a vu, un, sans épuisette, et deux, avec mon pote qui m'attendait avec une épuisette de diamètre 30 centimètres. Et il s'est allumé une clope sur le muret de la Vesdre et il nous a regardé. Il était plié en deux, c'était voué à l'échec. Donc je l'ai quand même tenu 5 minutes, cette truite énorme. On l'a vu, hein, c'était un poisson de plus de 70, donc véridique, hein. Véridique. J'exagère souvent peut-être mes dires, mais là c'était véridique, j'avais deux témoins. Voilà, donc pour vous dire que la Vesdre, il y avait, je sais pas, des poissons énormes. Donc c'est une rivière où il y a quasiment pas de pêche à vue, hein, c'est une rivière sombre. Mais le gros problème de la Vesdre, surtout pour moi qui aime les endroits sauvages, c'est que c'est la rivière la plus urbaine, ouais, je dirais peut-être pas la plus urbaine d'Europe, mais voilà, vous prenez la ville de Verviers, quand vous allez pêcher la Vesdre sur les quais de Verviers, comment dire, c'est pas que j'aime pas le rap, mais voilà, quand t'as 5 lascars qui sont au bord avec le ghetto blaster en train d'écouter du poum poum et que t'es là de manière bucolique pour pêcher des truites dans un cadre, disons, champêtre, on n'est pas trop raccord, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça n'enlève rien au fait qu'il y a des énormes truites en ville dans la Vesdre. Après, voilà, il faut aimer l'ambiance urbaine. Moi, j'ai arrêté à un moment parce que j'en pouvais plus. Donc, on peut aller un peu dans la région du Limbourg, euh, la région proche frontalière de l'Allemagne, mais là, c'est une Vesdre plus petite avec peut-être des poissons un peu moins gros. Mais en attendant, c'est une rivière fantastique qui vaut vraiment le détour. Je ne sais pas ce que c'est devenu, renseignez-vous suite aux inondations. Et je sais que nos amis belges la gèrent avec brio. Il y a une écloserie là où vraiment ils font du bon boulot. De toute façon, les écloseries en France, enfin, je veux dire le bassinage en France, à un moment on va y passer. Parce qu'on est le seul pays ouest européen où on maintient la gestion patrimoniale et quand il n'y aura plus que des flaques d'eau, eh ben on fera comme l'Allemagne, comme la Suisse, comme l'Italie, comme la Belgique, comme l'Espagne, hein. Ça fait une belle exception française quand même. Et oui, malheureusement, j'adore les truites zébrées, j'adore les grassettes de la Touvre, j'adore toutes les truites de souche françaises, mais par la force des choses, on devra dans 2 3 ans bassiner si le réchauffement climatique est vrai. Sinon, je vous propose de ne pas bassiner, on arrête toutes nos activités humaines demain. Par exemple, on ne tire plus la chasse d'eau avec de l'eau potable. Oh, ce serait une bonne idée, ça. Ça en ferait des millions de litres d'eau économisés si on ne tirait pas la chasse d'eau avec l'eau potable. Bon, je m'éparpille. On était parti sur la Vesdre. Quoi vous dire d'autre? Bah, ça pêche très bien en inf à l'indicateur, puisque c'est une rivière avec des magnifiques radiers. Elle a une pente assez douce, puisque on est dans les vallées belges, hein, le plat pays, comme vous savez. Donc c'est pas du tout une rivière alpine. Et puis bah, il y a des grosses truites, parce que c'est une région fraîche, parce que c'est une rivière qui est encaissée, parce que c'est une rivière qui est profonde. Voilà, c'est une belle rivière sombre avec des fonds d'ardoise. Il y a quelques gros ombres qui traînent, mais je crois, ami belge, je vous confirmerai que l'ombre a jamais réussi à s'installer comme confortablement sur la Vesdre, si je ne me trompe. Mais alors les farioles à taille moyenne, bon, avec tous les égouts qui se jettent dans la Vesdre, c'est normal, hein, faut voir ce que ça mange. Donc non, non, ces poissons sont magnifiques. Moi, franchement, c'était pas le voyage le plus sauvage que j'ai fait, mais la qualité et la taille des poissons, c'est époustouflant, hein. Ça a même fait des émules pour les gens qui pêchent au leurre. Enfin, voilà, quand on est un peu dans la pêche à la mouche dans le nord-est de la France, si t'as pas entendu parler de la Vesdre, franchement, je sais pas sur quelle planète tu vis, mais c'est une rivière, franchement, qui sort du lot. Je ne peux que vous conseiller ça. Attention pour les cartes de pêche, je crois qu'il y a 2 ou 3 assos. C'est quand même moins compliqué que chez nous en France. Voilà, bah, renseignez-vous sur Internet. J'ai du mal à vous expliquer comment aller pêcher la Vesdre. Donc,
rivière ô combien remarquable de Belgique, parce que pour vous donner mon avis, pour avoir aussi beaucoup pêché la Belgique, tout ce qui vient après la Vesdre, à savoir la Lesse, la Lomme, l'Ourthe, la Semois, l'Amblève, c'est quand même un cran en dessous parce que je pense que c'est des rivières où il y a moins de bouffe et les poissons sont quand même moins gros. Amis belges, vous me corrigerez si je dis des bêtises, mais je pense que la Vesdre produit beaucoup plus gros poissons que toutes ces petites sœurs belges. Après, c'est très joli, hein, la Lesse, la Lomme, c'est mignon. Voilà, tu fais des truites de 30 et des ondes de 35, mais si t'es pas sur les parcours privés, ça vaut peut-être pas le coup d'aller faire X heures de route, surtout au prix du gasoil actuel, pour aller se faire des rivières en Belgique. Voilà, c'était le petit point destination mouche en Belgique sur la Vesdre. On passe maintenant à la rubrique souvenirs, souvenirs. Jingle. Souvenir, souvenir en 2004 sur la base Rivière-d'Ain, dans mes débuts de pêche en infavue à la recherche des truites et des ombres en bordure. Alors, c'est ce qu'on appelle le souvenir d'une truite faite à quatre yeux. Quand on pêche à deux moucheurs en infavue, on appelle ça pêcher à quatre yeux. Et c'est une des premières fois où je pêchais à la basse Rivière-d'Ain. Et en pratiquant les bordures, vous savez très bien qu'il y a des lawns. Donc ce qu'on appelle une laune, c'est un brin de rivière qui est mort, où l'eau circule quasiment plus. Et ce qui fait un petit réchauffement d'eau qui est très propice aux gamards qui se baladent en bordure. Et ça attire aussi toute une faune, des brochets, des tanges, des perches, des chevènes. Donc les lawns de la basse rivière d'Ain sont ô combien productives et fascinantes à traquer en infavue. Et donc, en traquant ces lawns, avec mon maître de la pêche à la mouche qui s'appelle Patrick, je m'en souviens, on avançait à deux, très précautionneusement, au mois d'avril, dans les orties à peine naissants. Et Patrick était à 20 mètres derrière moi, et il me dit, en voilà une, en voilà une. Vous savez, le grand classique quand vous pêchez à deux. Elle arrive. Ouais, vas-y. Elle arrive. Pose-lui le gamard en avance. Ouais, faire en sorte que le gamard, il lui arrive pile poil sur son passage. Et à l'époque, je pêchais avec des gamards les plus simples du monde, hein, avec juste un dubbing de lièvre et une carapace en plastique. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Et en fait, c'est génial de pêcher à quatre yeux, parce que moi, je ne voyais pas le poisson. Et il me dit, vas-y, pose le gamard, que ça tombe. Ouais, ça va être à son niveau, elle vient. Et là, tu vois une énorme zébrée qui arrive, qui sort de nulle part, et tu sais qu'elle est attirée comme un aimant par ta nymphe. Et c'est fantastique de voir ça. Il y a aussi la pêche à quatre yeux où c'est le copain qui te dit de ferrer, hein. Quand des fois, c'est l'inverse, hein. Tu vois pas où est la truite, mais tu peux poser la nymphe. Donc c'est toujours des souvenirs de pêche inoubliables parce que le bonheur n'est vrai que s'il est partagé, quoi. Et les plus beaux moments, même si j'aime pêcher en solitaire, bah, les plus beaux moments vécus au bord de l'eau, c'est quand même avec des copains. Et vous aurez d'autres séquences dans Souvenirs, Souvenirs, parce que c'est des souvenirs mémorables quand vous prenez des gros poissons comme ça avec votre meilleur pote de pêche qui est aussi votre témoin. C'est des souvenirs qui vous restent gravés. Je pense que c'est le genre de truc aussi dont on se souvient à sa mort, tellement on a été passionné de pêcher à la mouche. Donc un super souvenir, grosse zébrée à vue sur la rivière d'Ain, au Gamard bien sûr. Et c'est depuis l'époque-là que je me suis intéressé férocement au montage du Gamard, qui est vraiment la nymphe par excellence à avoir dans des rivières comme la rivière d'Ain. Dans les rivières calcaires, le Gamard est vraiment la nymphe de bordure par excellence. Enfin pour moi. Ce n'est pas le cas pour Perrachon et Saumarez. Mais pour moi et pour une bonne tripotée d'autres pêcheurs, le gamard est quand même une nymphe de base pour les bordures des rivières calcaires. Voilà, c'est la fin de cet épisode numéro 2 du podcast du nympheur. Le podcast qui vous rappelle qu'une mauvaise journée à la pêche, eh ben, c'est toujours bien meilleur qu'une bonne journée au travail. Allez, bonne pêche à vous et à bientôt pour un prochain numéro.